Allez, c'est parti pour ce cours sur visualiser les données. C'est une partie fondamentale dans la science des données. Là, on rentre, on ouvre la porte de ce merveilleux monde, pas seulement pour vous permettre de faire des petits dessins, même si c'est sympa, mais principalement pour deux choses. C'est fondamental pour deux choses. D'une part, pour vous permettre d'explorer des données, et ensuite de communiquer des idées. Dans cette partie, on va se concentrer sur le fait de développer quelques outils qui vous permettent de faire face aux principaux problèmes dans la science des données pour vous permettre d'atteindre ces deux objectifs, explorer et communiquer. Visualiser les données, c'est un champ d'études vaste. On ne pourra pas tout voir et je vous pousse à aller être un peu curieux et aller voir autour d'autres librairies, d'autres manières de présenter ces données. Néanmoins, avec ce que je vais vous apprendre, vous aurez le minimum syndical et vital pour faire votre travail. Visualiser les données, on va voir ça en quatre parties. Tout d'abord, je vais vous parler de Matplotlib, qui est la librairie de base pour communiquer sur les données. Ensuite, on va voir trois types de diagrammes, les diagrammes à bâton, les diagrammes à ligne et les nuages de points. Et avec ça, vous aurez le minimum syndical. Donc c'est parti, on prend un notebook, Collaboratory ou Jupyter, c'est toujours pareil. Hop, je vais le nommer. On est en train de parler de maths. Hop, j'ai fait n'importe quoi. On est en train de parler de Matplotlib. Hop, Matplotlib. On va autant mettre en format titre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pour importer la librairie Matplotlib? On fait un import. Sauf cette fois-ci. On va pas faire d'import. On va en fait implémenter, on va appeler un sous-module de Matplotlib qui s'appelle pyplot. Enfin, Matplotlib. Voilà. Matplotlib, là, ce qui est bien, c'est ces petites descriptions. Elles sont vraiment bien, celles données par Collaboratory. Voilà. For Matplotlib, import. Et là, on fait un import. On va appeler pyplot. Voilà, pyplot. Hop. Et on va aussi importer notre librairie. Je ne sais pas si on l'a déjà vu. On va importer Panda. Panda, c'est un outil pas mal. Ça vous permet en gros, de faire de l'Excel dans Python de manière très facile. On va importer Panda as PD. D'ailleurs, pyplot, on va l'appeler. Souvent on l'appelle. L'alias, c'est PLT. Voilà, on recompile l'un et l'autre. Et avec ça, on va aller essayer de faire un graphe du PIB de la France sur les dernières années. On aurait pu faire une liste avec par exemple le PIB, ou d'abord année, pardon, égale, et on prend les principales années. Mais là, autant aller faire un truc un peu rigolo, vous apprendre un autre truc, c'est récupérer les données sur Internet. Là, on va prendre par exemple qu'est-ce qu'on peut prendre? Le PIB de la France. PIB France, décennie. On tombe sur la page Wikipédia. Et on peut voir que sur la page Wikipédia, ici, là, on a le PIB de la France. On aimerait bien le récupérer, mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait à la main, copie-colle? Non. Grâce à Panda, on peut faire autre chose. Au lieu de remplir ce tableau, on va faire DF, on va créer une data frame. Data frame, c'est une petite feuille Excel miniature. Miniature et contenue dans une petite variable. Plus besoin d'avoir Excel, en fait on a la variable et après on fait toutes les opérations qu'on veut dessus. Des sommes sur des colonnes, des moyennes, des médianes, on peut vraiment tout faire. Et là pour récupérer les données de cette page, il suffit de mettre read HTML, de mettre l'adresse et de mettre le numéro du graphe, parce que de cette double colonne. Ça serait la numéro 1, 0, puisqu'on monte à partir de 0, 1, 2, 3, 4, et s'il y en a d'autres, il y en a d'autres encore, c'est ainsi de suite. On récupère donc la première, donc la numéro 0, c'est l'emplacement 0, et je vous montre, on prend notre data frame, on regarde uniquement sa tête, le début, quoi, les 5 premières lignes, et voilà, vous avez vu, on a nos années et notre PIB, et ainsi de suite, puisque là, on ne demande que les 5 premières, on aurait pu mettre les 10 premières, par exemple. Voilà. Elles sont toutes dans DF. Si on met DF tout court, on les a toutes celles de la première data frame, c'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, on veut quand même mettre dans année
toutes nos années et dans une autre variable, on mettra le PIB. Et ben, c'est assez simple, on reprend notre data frame, on prend la colonne qui s'intéresse avec ce double crochet, le nom, là c'est année, et voilà. On n'a plus qu'à mettre to list pour la mettre dans une liste, puisque c'est une liste. On fait la même chose pour le PIB. df de, hop, là il faut mettre, voilà, du PIB, point to list. Et regardez, qu'est-ce que ça sort? Année, on sort les années, on a toutes les années. Et voilà. Maintenant, si on veut le montrer au monde, en tout cas entre nous, il n'y a plus qu'à mettre PLT avec les axes, les ordonnées, PIB. Ah, il y a une petite erreur. Module object is not callable. PLT année. Ah oui, oui, c'est PLT.plot. PLT. Ah oui, là je fais une erreur. PLT.plot de tout ça. Et voilà, voici un beau graphe. Comme vous pouvez le voir, comme ça a été lu comme des chiffres et pas des strings, c'est des décimales. Donc on aurait préféré que ce soit les vraies années. Je vous laisse en petit exercice la transformation de chacun des éléments de la liste. Et écoutez-moi bien la manière dont je vous le dis, ça peut vous aider en string, en chaîne de caractères. Allez, correction. Bravo si vous avez réussi. Année est égale à string de x for x in année. Et voilà. Là, si on fait ça, d'ailleurs, on va retirer année, on va d'abord voir si ça marche bien. Et là, bien, on a bien les strings, on a bien les chaînes de caractères. Donc, on va faire ça. On prend année ici, on prend année là, année. Hop. On recompile, on imprime, et hop. Ah, là, on a bien les années. Vous avez vu? Par contre, c'est pas très beau. C'est comme c'est des strings, on aimerait bien les tourner, les mettre dans le bon sens. Ça, c'est possible, on le verra plus tard. Pour le moment, on va pas s'embêter, on va garder les décimales. Voilà. Donc vous pouvez le voir, hein, Matplotlib c'est pas mal, mais ça ne fait pas tout. Donc, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est changer la couleur de notre courbe. Là, on n'aime pas le bleu, on peut mettre par exemple du rouge, par exemple, ou n'importe quelle couleur. Et voilà, c'est en rouge. On peut aussi vouloir mettre... qu'est-ce qu'on peut vouloir mettre? On peut mettre... ah oui, par exemple, on peut mettre des points à chaque endroit où on a pris le pouls de notre PIB. Et bien dans ce cas-là, on va voir les marqueurs. On peut faire différents types de marqueurs, des points, des triangles, des carrés. On va commencer par des ronds, par exemple. Hop, on met un petit rond. Et voilà, on a tous nos petits points. Autre chose encore, c'est si on veut mettre un titre. Et dans ce cas, il suffit de faire plt.title. Parce que là, on ne sait pas trop de quoi on parle. Si on envoie ça, on fait copier, par exemple, copier l'image et l'envoyer. On ne sait pas trop ce que ça donne. On ne sait pas trop de quoi on parle. plt.title PIB, et on aura le PIB ici. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? C'est qu'on peut aussi nommer ce qui est à gauche, parce que le PIB, bon, ben, il est où le PIB? Ah, c'est là, c'est à gauche. Bon, on peut essayer d'être plus explicite en faisant plt. Là, ça sera l'axe des ordonnées, donc Y-label, et on va mettre exactement ce qui a marqué ici, ou on va, oui voilà, PIB en milliards d'euros, ou simplement en milliards d'euros. Comme ça, il n'y a pas de redondance, on est assez explicite, en milliards d'euros. Et voilà, en milliards d'euros, les années et le PIB de la France. Super, et bien avec ça, on a fini, c'est l'introduction avec Matplotlib. Maintenant, on va voir les diagrammes à bâton. On rajoute une colonne de texte, diagramme à bâton, hop, et c'est parti. Alors, comment on fait des diagrammes à bâton? C'est pas compliqué du tout. On reprend le même exemple, on ne va pas s'embêter. On va mettre maintenant des bâtons. Pour cela, il faut faire plt.bar avec, comme d'habitude, d'une part, l'axe des abscisses. Enfin, qu'est-ce qu'on aura en abscisse? Qu'est-ce qu'on aura en ordonnée? Donc, on va mettre dans les abscisses les années et dans les ordonnées le PIB. Hop, PIB. Et pof, plt.bar. Voilà, vous avez l'exact équivalent de ça, mais en diagramme à barre.
Les diagrammes à barres, c'est super pratique quand on veut faire des histogrammes de données numériques que l'on aura regroupées. Par exemple, on veut, imaginons, on change complètement d'exemple. Imaginons qu'on ait une classe. On ait une classe avec des notes qui vont de 0 à 20, comme dans le système français. Comment est-ce qu'on fait des notes aléatoires? On veut faire, allez, 10 notes aléatoires de 0 à 20. Comment est-ce qu'on fait? Hop, je vous le rappelle, import random, on apporte random, pouf, très bien. Et maintenant, on va faire nos 10 notes aléatoires qui vont de 0 à 10. Pour faire ça, hop, comme vous vous rappelez, on va faire une liste compréhension avec note for note in pardon, c'est random int entre 0 et 20 for note in 0,10. On aura 10 notes. Et là, vous pouvez le voir, on a bien 10 notes. Super. Maintenant, ces notes, on va les affecter. Hop, on a tous nos 10 notes à gauche. Et voilà. On n'a plus que maintenant à faire notre... On veut faire maintenant que on veut faire 4 types de classes. On veut les notes en dessous de 5, les notes au-dessus de 5, les notes entre 5 et 10, et les notes entre 10 et 15, et les notes au-dessus de 15. On va faire des quartiles. C'est comme ça qu'on dit. Vous verrez ça si vous faites un peu de finance plus tard. Donc on va faire nos quartiles. Comment on fait un quartile de notes? Eh bien, il faut faire une petite fonction qui nous permette d'avoir ces notes et de les mettre, dans le groupe qui va bien. On va faire par exemple, il faut faire du coup une petite fonction lambda qui, à chaque note, prend la note, la divise par 4, enfin fait une division entière par 4, puis après la remultiplie par 4. Hop, maintenant on affiche les quartiles. J'ai oublié de faire... ouais, maintenant si on veut la voir... hop, c'est... Je me demande si je peux la... Est-ce que je peux voir les... C'est une fonction... Ah oui, du coup maintenant il faut que je l'applique à... Ah oui, voilà, c'est ça. Qui prend note... Voilà, c'est ça. Et du coup maintenant si on veut la voir, on va faire notre histogramme. Notre histogramme de quartile. Dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est le nombre de notes dans notre, qui sont en dessous de 5, entre 5 et 10, entre 10 et 15, et entre 15 et 20. C'est pas très compliqué, on fait un compteur de notre quartile, de la fonction quartile, appliqué aux notes pour chaque note dans l'ensemble des notes. Et là, hop, on devrait avoir notre histogramme. Là, oui, j'ai oublié d'importer la fonction counter. La fonction compteur, elle est issue d'une autre librairie dont je vous parle tout de suite. C'est functools. Là, vraiment, c'est que du plus. Hein. Tout ce que je vous raconte ici, c'est vraiment que du plus, mais c'est assez utile lorsqu'on veut faire, voilà, des beaux diagrammes à barres. Du coup, on va l'importer. On va importer cette fonction functool. C'est parti. From up functional, voilà, functools import counter. Et là, cette fois-ci, ça devrait le faire. Alors, c'est pas dans functools. Peut-être que j'ai fait une erreur, donc c'est pas grave. Hein, vous savez, on fait une recherche sur Stack Overflow. Hop, on demande la fonction counter. Ah ben voilà, c'était dans collection, mais c'est pas passé. Parce que moi, je pensais que c'était dans functool. Donc en fait, c'est la fonction collection. Tout ça, c'est du plus, c'est pas grave.
Maintenant, on veut voir notre histogramme, on veut l'implémenter. Ce qu'on va faire, on va commencer par faire un truc très simple, plt.plot, et on va mettre notre histogramme, voir à quoi ce que ça ressemble. À quoi ça ressemble. Voilà, pour l'instant c'est pas possible parce que en fait c'est dans notre compteur. À quoi ressemble notre histogramme déjà? Hop, ça doit être un dictionnaire de notes, exactement. Alors les notes entre 0 et 4, entre 0 et 5. Ah oui, du coup j'ai dû faire une erreur. C'est au lieu de faire note divisée par 4, c'est la division par 5 fois 5. Hop. Et voilà, les notes entre 0 et 5, il y en a 2. Les notes entre 5 et 10, il y en a 5. Les notes entre 10 et 15, il y en a 2. Et les notes au-dessus de 15, il y en a une seule. Super, maintenant on veut quand même imprimer ce diagramme à barre. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va faire plt.bar de... du coup, il faut à la fois on révise un peu les dictionnaires, d'un côté en bas, on veut les clés, et en haut, on veut les valeurs. Du coup, les valeurs, ici, c'est ça, c'est 0 ici. Les clés, pardon, c'est 0, 5, 10, 15. Et les valeurs, c'est ce qui est à droite. Et là, on peut voir qu'il y a encore un petit problème. Ah bah oui, forcément. Parce que, oui, il faut, si je veux les clés, en fait, si j'imprime mes clés, juste pour vous montrer, on va mettre ça en commentaire. Hop, ah merde, j'ai fait n'importe quoi. Si j'imprime mes clés ici, hop, ça va pas être une liste. Il faut que je le transforme en liste. Voilà. Si je mets toList, ça va pas le faire aussi parce qu'en fait la fonction toList elle n'existe pas sur les compteurs. Donc si je veux mes clés, en fait, il faut que je fasse encore une liste compréhension. Hop, là j'ai fait n'importe quoi. Si je fais x for x dans mes clés, j'aurais pu mettre, d'ailleurs on va essayer de mettre ça de manière plus explicite, ça va être les seuils pour, pardon d'ailleurs au singulier, ce sera plus, c'est pas une erreur mais ce sera plus compréhensible. Pour seuil dans mes clés, et là j'aurai, ah bon, ah oui, bah oui, forcément, il faut que je mette ma petite, voilà, petite fonction. Et voilà, 5, 15, 10. Je pense que je peux aussi utiliser les clés, récupérer ça comme un tableau, probablement en faisant histogram.keys. Et là, j'ai un dictionnaire de clés. Essayons de faire ça pour plt.bar. Voilà, appelons la fonction keys. Et là, j'ai bien voilà, ce que je veux. Là, on a une belle représentation des notes entre 0 et 20. Ça s'arrête à 16, mais justement, maintenant, on va travailler sur notre diagramme pour en faire un beau. Donc maintenant, on veut que les axes soient, entre 0 et 20. Hein. Ça serait beaucoup plus utile. Donc là, il suffit de faire un plt.axis. Grâce à axis, hop, là ça veut le dire, c'est pour modifier les axes de votre diagramme. Du coup, nous, ce qu'on veut déjà, c'est que ça soit... Donc, il faut que ce soit un tableau avec le minimum, le maximum, xmin, xmax. Donc, nous, c'est entre 0 et 20. Après, c'est les c'est les ordonnées maximum et minimal. On peut voir que c'est entre 0 et 5. Du coup, on va mettre entre 0 et 6 ou et 5, voilà. Du coup, là, en fait, on va grandir l'axe des abscisses, mais on va pas grandir l'axe des ordonnées. Donc, à la rigueur, on va voir ça juste après, déjà, voir si c'est possible. Donc là, vous voyez, c'est déjà un peu tronqué. Du coup, on va essayer de faire du -1 ici. Le 20, on n'a pas besoin d'y toucher parce que c'est déjà le maximal. Le 5, par contre, c'est pas très beau, du coup, on augmente à 6. Et voilà, maintenant, vous avez un diagramme des notes de la classe de manière qui sont un peu plus belles, qui sont un peu plus beaux. Maintenant, ce qu'on voudrait, ce serait un peu dire, changer l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, enfin dire que c'est des quartiles, quoi. C'est pas les vraies notes de tout le monde.
Et bien, dans ce cas-là, il faut modifier du coup les x-ticks. Ce qu'on avait vu pour y, là on fait exactement la même chose, mais non, on l'avait pas vu pour y là-haut. On l'avait vu, je le revois. Ici, on avait modifié les labels. Les labels, c'est ce qu'il y a sur les côtés. Mais par contre, ici, les tickers, c'est vraiment c'est vraiment les notations qu'il y a sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est les ticks. C'est les ticks dans Matplotlib. Du coup, là, on va modifier les x-ticks. Et comment on fait ça? Eh bien, on va prendre la note 5 fois i pour... D'ailleurs, je l'ai fait une... Non, c'est ça. Pour i in range de... du coup, là, range de 4. Ça va aller de 0 en 4 pour pouvoir faire 5 fois 0, 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4 pour aller jusqu'à 20. Et là, du coup, c'est pas mal. On a voilà, exactement les bons tickers. Ça serait pas mal d'arriver à faire, mais on le fera une autre fois, d'arriver à faire un gros pâté qui aille de 0 en 5 ou de mettre, voilà, pour dire qu'ici c'est 0 en 5. Ouais. Et bien dans ce cas-là, on pourrait le faire, il suffirait de mettre un string de 5 fois i, 5 fois i, très bien. Et après on pourrait mettre un petit plus, voilà, on rajoute ça, on va construire notre propre string, et on va faire 5 fois i plus 1. Comme ça, on a vraiment le vrai quartile. 5 fois i plus 1. Pour i qui va de 0 à 4. Et voilà. Ah, en fait, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas, utiliser des strings comme axe d'unité. Mais regardez, ça faisait bien ce qu'on voulait. Donc je suis un peu déçu, mais c'est pas très grave. On va garder ce qu'on avait avant. Hop. Toc toc toc, on revient en arrière. CTRL Z. Et on revient, on refait notre petit diagramme. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est maintenant, on peut mettre par exemple les labels maintenant, ce qu'on a vu avant, X label, du coup pas Xtick, X label des quartiles pour les X, et là plt.ylabel des nombres d'élèves. Voilà, on n'a plus qu'à mettre par exemple un titre plt.title, distribution des notes à l'examen des 0. Et voilà. Quartile, nombre d'élèves, distribution des notes à l'examen des 0. Et quelque chose qu'on fait aussi pour retirer tout le blabla qui ne nous intéresse pas, c'est plt.show. Du coup là vous n'avez plus que votre diagramme. Et voilà, avec ça on a réussi à faire un beau diagramme à barre. Allez, c'est parti sur les diagrammes à ligne. On revient sur les diagrammes à ligne pour vous permettre de voir un autre cas, c'est lorsqu'on veut comparer plusieurs choses à la fois. On veut comparer plusieurs variables à la fois, donc plusieurs lignes. C'est pas très compliqué, mais il faut au moins le voir pour pouvoir ne pas se perdre, avoir un diagramme où en fait tout est de la même couleur. On pourrait utiliser les diagrammes à barres, mais je préfère le faire avec les diagrammes à ligne parce que c'est pas difficile de le remodeler pour d'autres choses et pour l'adapter à d'autres cas. Et on va faire ça avec un petit exemple assez data science. On va voir le dilemme entre la variance et l'erreur. Qu'est-ce que c'est que le dilemme variance-erreur? C'est qu'il y a une page Wikipédia qui est pas mal faite dessus, je vous la montre ici, dilemme biais-variance, pardon. C'est qu'en statistique et en apprentissage automatique, il y a un problème, c'est de minimiser simultanément deux sources d'erreurs qui empêchent les algorithmes d'apprentissage de bien fonctionner. C'est que d'une part, on veut généraliser, on veut qu'il y ait le moins d'erreurs possible sur la variance de lorsque notre modèle, on veut qu'il fasse le moins d'erreurs possible sur la variance d'une variable, par exemple vos notes à un examen.
on sait qu'elle peut varier en fonction de la difficulté du problème. Et bien ça, on veut que le modèle, il se trompe pas trop sur la réalité. Et on veut aussi que notre modèle, il se trompe pas trop par rapport au biais que lui aussi, il peut créer, il peut générer. Par exemple, variance, biais variance. En fait, votre modèle, vous êtes vous-même un algorithme de machine learning. Voilà. En fait, vous avez un estimateur dans votre tête qui va dire, par exemple, pour les notes, il va dire, ouais, je suis plutôt fort, j'ai plutôt réussi, je suis plutôt faible, parce que parfois, vous manquez de confiance en vous. Et du coup, vous pouvez avoir un biais. Vous pouvez avoir un biais de l'estimateur. Mais aussi, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est la variance par rapport à ce que vous essayez d'estimer. Et de vos notes, c'est par exemple la difficulté de l'examen. Et là, du coup, ça sera la variance. Et on veut du coup que notre estimateur, il ait le moins d'erreurs possible sur ces deux choses-là qui sont assez, qu'on peut pas, on peut pas gérer, difficilement gérer à la fois. Mais on peut le faire quand même grâce à une mesure qui s'appelle c'est comment on mesure l'erreur. On essaie de mesurer un truc qui s'appelle l'erreur des moindres carrés. Des moindres carrés. Voilà, comme ça, notre estimateur, si on minimise l'erreur des moindres carrés sur le biais et la variance, eh bien, on peut trouver peut-être un compromis qui nous permet d'éviter l'erreur totale. L'erreur totale, c'est le biais plus la variance. En minimisant l'erreur totale, on a un meilleur estimateur. Alors là, c'était juste pour vous donner un petit contexte. On va essayer de ne pas trop se tromper sur nos notes. Et on dit que nos notes, lorsqu'on a une variance, lorsque la variance, donc la difficulté de l'examen, elle augmente, on peut, en fait, la variance, elle augmente de manière, voilà, proportionnelle, de manière quadratique, c'est-à-dire à chaque fois, non, elle augmente à chaque fois, elle double à chaque fois que la variance est élevée. Enfin, voilà. On prend une variance qui double à chaque fois. Voilà. Et en fait, on voit que on en prend les 6, 16, on multiplie par 2, 32. Merde. Et on peut voir, et on prend aussi notre biais qu'on a mis au carré pourquoi on le met au carré? Parce que parfois on peut avoir un biais qui est positif ou négatif parce qu'on s'est surestimé ou sous-estimé, donc on l'a mis au carré. Le carré, ça permet de l'avoir toujours positif pour voir juste la distance par rapport à l'erreur et non voilà le fait que ce soit positif ou négatif, donc non la psychologie de l'erreur. Voilà, savoir si c'est sous-estimé ou surestimé. Voilà, donc par contre là on le divise par 2 à chaque fois. Voilà, 64. Je vous rappelle, hein, c'est qu'un exemple. En fait, on aurait pu prendre 3 trucs complètement différents comme le PIB. Là, c'est juste pour vous donner un petit exemple assez data science. Hein. Voilà, donc on en prend 3 et un quatrième 8. Voilà, on a 2 variables. À la rigueur, on s'en fout de ces variables. Là, c'était vraiment un contexte. Et ensuite, on a notre estimateur des moindres carrés. Voilà, on va l'appeler XS. On aurait pu l'appeler, pardon, pas l'estimateur, mais l'erreur des moindres carrés. Ouais, il faudrait juste que je fasse ça, voilà. XS, ça va faire, pardon, ouais, du coup, je fais n'importe quoi. On va l'appeler pas XS, on va l'appeler l'erreur totale. Elle est, comme vous l'avez vu, l'erreur des moindres carrés, c'est le biais plus la variance. Donc on a notre biais, notre variance. Je vous laisse 1 minute. Mettez la vidéo sur pause pour pouvoir calculer cette erreur. Comment on va faire on va calculer l'erreur qui soit la somme de la variance et du biais. Mettez pause maintenant. Et voilà, bien joué, c'est la correction. Alors comment il devait faire? Bien sûr, on fait bien sûr l'addition des uns et des autres et là c'est le truc, en fait, on veut faire la somme de x et de y, et comment on fait des couples, des petits couples de chiffres. Et oui, bien joué. Il fallait mettre x, y, voilà, on prend les deux. For x, y, in zip, on va les zipper, les deux listes. Zip, variance, virgule, biais carré. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et avec ça, on a, je vous le montre, on a bien l'erreur totale. Hop. L'erreur totale. Parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant, ce qu'on veut, c'est on veut simplement le montrer, quoi. On veut le montrer à la face du monde. Donc, on pourrait faire pelleter.show.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on met comme abscisse? Alors, imaginons, on veut mettre la variance. On veut mettre la variance. Du coup, pardon, on va mettre la variance, l'erreur totale par rapport à la variance, erreur totale euh, par rapport à la variance. On pourrait faire ça, on pourrait faire l'erreur totale, mais en fait non, c'est idiot. En fait, on veut montrer trois courbes qui sont la variance, le biais et l'erreur totale, et on ne sait pas quel truc utiliser comme abscisse. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme abscisse? Qu'est-ce qu'on va mettre comme abscisse? Il nous faut un abscisse, il faut qu'on trouve un abscisse, il faut qu'on crée un abscisse. On pourrait faire par exemple un abscisse XS qui soit égal à range entre range est égal à X for X in range qui aille jusqu'à 6, qui prend les 6 premiers, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ben ça serait pas trop mal finalement. Parce qu'on peut mettre maintenant notre abscisse XS, euh, notre abscisse XS for X. XS, voilà. Après, on peut mettre notre variance pour le premier. Puis après, on fait la même chose. PLT.show, on va mettre voilà, le biais. Allez, viens, le biais carré. Hop, et ensuite, on va faire PLT.show. Erreur totale, par exemple, complètement. Voilà. Par contre, j'ai encore oublié les abscisses pour l'un et pour l'autre. Hop, et maintenant si on l'applique, en fait c'est... Ah pardon, plt.plot. Hein. Donc là, il y a un truc à faire, appuyez sur Alt et ça vous permet, pour les PC, et ça vous permet de les montrer les trois à la fois. Voilà. Et voilà, on a nos trois courbes. N'oubliez pas de faire plt.show pour faire quelque chose de bien, plt.show pour nettoyer le tout. Le problème c'est qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. On a un abscisse qui pourrait être la complexité du modèle par exemple. Et on a un... Voilà, plus le modèle est compliqué, plus on arrive à apprendre, mais plus on arrive à apprendre, plus plus la variance du coup, elle augmente. Pardon, oui, elle augmente. Elle est là, enfin, on peut décider qu'elle est là, notre variance, et que notre biais, voilà, il est là. On le voit ici, notre biais qui fait que diminuer. Mais en fait, notre erreur totale, elle commence à remonter à un moment. Donc en fait, il faudrait prendre le modèle numéro 4. Quoi qu'il en soit, en fait, pour l'instant, vous voyez ce modèle, on le devine, mais autant être explicite. Du coup, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que on va donner des labels. Grâce aux labels, ça vous permet de vous y retrouver. Vous savez les couleurs. Maintenant, autant dire qui est quoi. Du coup, là, on va mettre que c'est la variance. Ici, on va être explicite. On va dire que c'est le biais. Label, c'est égal au biais au carré. Biais carré. Et le dernier, voilà, on est explicite. On est explicite. Label est égal à l'erreur totale. Et voilà, et grâce à ça, vous voyez, on est déjà un peu plus... il faut montrer les labels. Comment est-ce qu'on montre les labels? Hop, ah oui, plt.legend. Grâce à la légende, vous pouvez voir vos labels. Et maintenant, ça devient plus explicite. Si on veut être encore plus explicite, on peut faire différentes lignes. Par exemple, le biais au carré qui est orange, eh bien, on peut continuer à le mettre en orange, mais on peut le mettre par exemple en alternance de tirets et de points. Et voilà, en mettant ça, ça vous permet, juste pour l'orange déjà, vous voyez, hop, on a une alternance de biais et de points. C'est pas mal, hein. Et on peut continuer avec par exemple, la variance. On va le laisser en bleu, mais par contre, on veut le bleu et on veut le mettre pour la variance, on veut mettre des tirets. Voilà, des tirets. Juste des tirets simples. Et j'ai fait une erreur, j'ai oublié de mettre la virgule. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à représenter plusieurs choses à la fois. Ah, attendez, j'ai fait une erreur. Alors, notre biais, notre variance, elle est en bleu, mais plus le même bleu. Pardon, elle devait être en vert. Bon, c'est pas très grave, hein. Voilà. Et donc, du coup, elle est en ligne pure, alors que l'autre, elle est en alternance de lignes et de points. Et du coup, l'erreur totale, on va la mettre... elle était en orange, je crois. Voilà. On va la mettre... L'erreur totale, elle est en orange, comme le biais carré, qui est devenu bleu. C'est pas très grave.
en fait, on va mettre, voilà, on va mettre des 2 points. Ça vous montre ce que ça fait, les 2 points. Hop, et voilà, ça nous fait des tout petits points. Et ça nous permet de bien voir la différence des uns et des autres. Mais en fait, ce qui nous intéresse le plus, là, finalement, c'est de savoir où est l'erreur minimale. Et maintenant, on est très explicite. On voit très bien que ici, c'est le minimum. On aurait pu rajouter, voilà, là, non seulement la légende, mais on peut la placer où on veut. Par exemple, ici, on peut mettre lock égale voilà, lock égale 9. Et du coup, ça la met au milieu. Si vous le manipulez, vous verrez qu'on peut le mettre un peu n'importe où. 1, 9, si on le met à 3, ça le modifie encore. Ça le met ici, voilà. Amusez-vous avec. On va laisser à 9, ça permet d'être encore assez explicite. N'oubliez pas de mettre un titre à votre modèle. Du coup, maintenant, vous avez appris ce qu'était, voilà, title, le dilemme, variance, biais, et voilà. Magnifique. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à un autre truc, quelque chose de fondamental qui est le nuage de points. Nuage de points. Le nuage de points, c'est assez utile pour voir les différentes relations entre des paires de données. Par exemple, vous avez des amis. Vous avez un nombre d'amis. Vous avez 70 amis pour le premier, 65 amis pour le deuxième, 72 amis pour le troisième, 63 amis pour le quatrième, 71 amis pour le cinquième et 64 amis pour le dernier. Voilà. Et vous avez le nombre d'heures que vous passez sur Facebook. Minutes est égal à 175 minutes, 170 minutes. Voilà. Vous savez quoi? On va faire un autre truc, puisqu'on l'a vu, ça vous connaissez. On va pas faire comme ça, on va faire hop, random.int vous avez forcément allez, souvent les gens ont entre 300 amis et 1000 amis. Voilà. Et ils passent environ entre, je crois que allez, on va dire entre 120 et 200 minutes par jour sur Facebook. Incroyable. Et on va mettre des labels, ça sera vos prénoms. Bon, on va mettre Antoine, c'est moi. Eh bien, Antoine. Par contre, là, on peut pas trop. Bertrand. Ah oui, et combien on en veut? On en veut 6. 6. Antoine, Bertrand. Hop, Marie. Hop, Léa. Hop, Clémence. Et Patrick. Et grâce à ça, pof, on a déjà nos 3 random. Ah oui, du coup là, j'ai fait une petite erreur. C'était random. Pour avoir voilà, randint, pardon, pas int. Random.randint pour avoir ce qui nous intéresse. Randint, int. Et voilà. Il ne prend que randint. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Eh bien, il faut que je les retourne. Randint ne prend que 3 arguments. Bah, vous savez quoi? On peut utiliser la documentation. Soit on va en ligne, soit on se met là. Hop, on reprend là. Hop, on ouvre. A, B. Eh bien, j'en ai pris trop. Ah bah oui, forcément. Random.randint for underscore in range de 6. Pareil pour l'autre. J'aurais pu utiliser Alt, mais finalement je vais faire comme ça. Copier-coller. Moins efficace, mais pas mal. Là j'en ai 3, j'en ai 6. Super, cette fois-ci c'est bon. Et maintenant pour montrer tout ça, il faut faire pelleter. On appelle scatter. Scatter, hop, qui prend x, y. Et là vous voyez tout ce qu'il peut prendre. Hop. Et qu'est-ce qu'on lui met? On lui met les amis et les minutes. Ah voilà. Alors voilà ce que les gens font, combien de temps les gens passent en fonction du nombre d'amis. Donc il y en a. Excusez-moi. Excusez-moi. Il semblerait qu'on trouve une relation que plus on a d'amis, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, même si certains n'ont pas tant d'amis que ça. Et pardon. Il faudrait plutôt que je le fasse inverse, le nombre de minutes en fonction du nombre d'amis. Voilà. Celui qui n'a pas beaucoup d'amis, il semblerait qu'il passe moins de temps.
enfin, plus on passe le temps et on dirait proportionnel au nombre d'amis. Il semblerait qu'il y ait une relation. Et voilà, si ça vous a pas convaincu, bien sûr, vous pouvez voir comment je l'ai fait au départ. En fonction du nombre d'amis, plus on a un nombre d'amis assez conséquent, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être, peut-être, parce que regardez, il y en a un qui a 650 amis et finalement, il passe plus de temps que celui qui en a 750 ou même 800. Voilà, donc il semblerait que cependant qu'il y ait une relation. C'est juste pour vous montrer, c'est voilà. Maintenant, si on veut, on veut mettre un label à chacun des points, eh bien on peut faire une boucle for. Le for label, virgule, voilà. For label, friend, compteur d'amis, compteur de minutes, CNT minutes, in zip, et là on va zipper les trois à la fois. On va mettre les amis, les minutes, pardon, les labels qui sont les noms, les amis, les minutes, et maintenant on va faire pour gagner du temps plt.show, hop, on va mettre le compteur d'amis, cnt amis, en fonction du nombre de minutes, enfin cnt minutes du coup, ça nous permet de les ça nous permet de mettre les le label. Et là, j'ai fait une erreur. En fait, c'est pas show, c'est annotate. Voilà. Pour les nuages de points, utilisez plt.annotate. plt.scatter, c'est bien pour, ça va vous montrer ça, mais si vous voulez les annoter, si vous voulez mettre les noms de chacun, il faut que vous le fassiez pour chacun. D'où l'intérêt de faire une boucle for. Après, on peut mettre l'endroit où on va mettre le texte. Vous allez voir, on va le modifier ensuite. On va mettre par exemple 5, moins 5. Pour le déplacer par rapport, on pourrait le mettre à 0, 0. C'est ce qu'on va vous montrer, ce que je vais vous montrer après, c'est que si on le met à 0, 0, bah en fait, c'est pas, ça va créer un petit problème. Donc là, par contre, on avait plt annotate. Il ne faut pas fermer la parenthèse. Hop, il faut la laisser ouverte. Là, on va mettre ça là. Hop, on la continue. Annotate. Voilà. Ça annote le point aux coordonnées XY avec le texte texte. Et voilà. Et avec ça, ça va être déjà pas mal. On met un petit titre, PLT. Nombre de minutes en fonction versus, allez, par rapport au nombre d'amis. On reprend ça, on le met à la suite de plt.scatter et on finit en y mettant les plt, là j'ai oublié de mettre title, on finit en mettant les labels en haut et en bas, xlabel, hop, nombre d'amis, allez je vais mettre NBR, on va mettre une convention, tous les nombres ça sera NBR, nombre d'amis, plt.ylabel, pareil, nombre de minutes. Alors, et a priori, là, maintenant, on va faire un plt.show et tout vérifier. Vérifier qu'on n'ait pas mis les choses à l'envers. Nombre de minutes. Sur notre site, en fait, on ne va pas dire que c'est Facebook, c'est notre site, voir à quel point... Ah oui, XY texte. J'ai oublié de mettre légal, tout simplement. Bien, j'ai oublié de cliquer sur la bonne ligne, tout simplement. Pof. Et là, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien... Ah, oui, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Annotate, ça marche comme ça, on a pu le voir en ouvrant Annotate, je vous le remontre. S, c'est le label. XY, c'est les coordonnées. Donc moi, j'ai bien mis le label, c'est bon. Par contre, les coordonnées, il faut mettre celle-ci. Voilà, XY est égal à un tuple. C'est ce qui nous dit dans la petite bulle. Voilà, XY. Voilà, très bien. Avec le texte XY texte. Et là, cette fois-ci, on est bon.
on est très très bon. On est très très bon, sauf qu'on n'a pas on n'a pas le texte pour le moment. Et pourquoi on n'a pas le texte? Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Pourquoi on n'a pas le texte? C'est bizarre quand même, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que j'ai oublié un dernier truc qui est text chords, qui est égal à offset points. Voilà. Il fallait rajouter text chords. Hop. Ouais. Je me souviens plus ce que fait text chords, mais c'est ce qui vous permet d'afficher les noms de chacun. Et voilà. Et maintenant, vous avez un super graphe avec le nombre d'amis que Antoine a, par exemple, le nombre de minutes qu'il passe sur le site, et le nombre d'amis que Clémence a, et le nombre de minutes qu'elle passe sur le site. Voilà, donc n'oubliez pas, j'ai fait des erreurs, je m'en excuse, mais c'est plt.annotate pour chacun des labels. plt.annotate qui prend le label, la position, les différents arguments. Là, voilà, ici vous avez, et voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. Lire en entier, donc il faut mettre bien sûr le texte de l'endroit, le texte qu'on va afficher, son endroit, sa position par rapport au texte. Sinon, ça sera sur XY, donc ça veut dire que Léa sera par exemple sur le point là. Hop, on revient sur Annotate, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, on continue. Les coordonnées, c'est voilà, c'est savoir, c'est optionnel, mais ben, c'est ce qui m'a permis de vous. Ah voilà. C'est ce qui permet de les faire, apparaître. Voilà. Et là, il y a différents trucs qu'on peut mettre dans Annotate. Voilà. Ceci étant dit, on va pas plus s'étaler là-dessus, mais comme vous pouvez le voir, encore une fois, si on pourrait faire, par exemple, on pourrait modifier les axes, par exemple. Si on mettait un axe, là il est bien, mais on pourrait par exemple agrandir l'axe et faire en sorte qu'ils soient tous à peu près sur la même ligne et montrer qu'il n'y a pas de différence. Et bien ça encore, c'est un risque, c'est ce qui peut se passer si quand on veut manipuler les gens avec des graphes. Donc faites attention. Voilà. Donc maintenant, on en a fini avec ce cours. La prochaine fois, on verra l'algèbre linéaire. Merci de m'avoir suivi et à